en charge de la pédagogie des écoles Maria Schools, dont Lyon fait partie. Pour vous donner du contexte, Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Alors, l'ère entrepreneuriale, ça veut un peu tout et rien dire pour certaines personnes. Pour nous, ce qui est très important, c'est le côté être entreprenant dans sa vie professionnelle. Donc, Lyon va proposer des formations d'initiation, d'acculturation aux nouveaux métiers liés au digital. Et l'objectif, c'est de remettre au cœur de notre quotidien professionnel l'apprentissage. En fait, c'est d'apprendre pour rencontrer des gens, pour découvrir, pour grandir, pour évoluer, pour ne pas stagner dans sa vie professionnelle, pour y être plus épanoui et donc pour booster son employabilité à vie. Et l'employabilité à vie par l'apprentissage, c'est la mission d'un campus. Donc, on n'est pas que nous, Lyon, en tant qu'école, on appartient à un campus d'école. Il y a 4 écoles différentes avec la même pédagogie, mais des thématiques différentes. Donc, moi, je suis en charge de cette pédagogie dans les 4 écoles et je suis arrivée il y a 4 ans chez Lyon, vraiment dans l'école, et donc je me suis aussi occupée de l'école. Aujourd'hui, on a plus de 6000 alumni et plus de 500 intervenants qui sont des experts terrain comme Delphine et qui sont vraiment là pour vous partager leur quotidien, leur vision, leurs succès, leurs échecs et ce qu'ils ont mis en place dans leur entreprise. On a plusieurs formations chez Lyon. Donc, on a des formations de produits, des formations grosses. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas du tout que je vous explique ces formations-là ou ces programmes. On est vraiment sur le sujet culture managériale. Si jamais vous avez des questions sur Lyon de manière plus globale, vous n'hésitez pas à me les poser ou à me contacter ensuite pour que je puisse y répondre avec grand plaisir. Pour revenir un peu sur le programme management, c'est une formation qu'on appelle la formation Team Leader, qui est vraiment pour revenir sur comment booster, comment revoir son organisation managériale. Quand on est manager, on a plein de choses à faire. On a aussi une lourde responsabilité puisqu'on a une équipe à accompagner. On a des personnes à guider ou voilà, à accompagner en tout cas. Et donc, on n'a jamais le temps de grand-chose. Donc, l'objectif de cette formation aussi, c'est de prendre le temps en tant que manager, de revoir les piliers, de refaire un bilan de nos forces, de nos axes d'amélioration et de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour booster son organisation, pour revoir nos façons de faire. La pédagogie chez Maria et chez Lyon et dans ce programme, elle est basée sur 3 piliers. Donc le premier pilier, je vous en parlais il y a pas longtemps, le fait que nos profs, c'est pas des profs en tant que tels, mais c'est vraiment des experts comme Delphine qui viennent à une session aborder une thématique spécifique en partageant leur quotidien. Le deuxième pilier qui est super important, c'est la mise en pratique. Donc, c'est vous, en tant que participant, vous bossez. Chaque personne n'aura pas forcément le même style de management parce qu'on est tous différents, parce que nos équipes sont différentes, parce que nos ressources sont différentes, parce que notre entreprise et la maturité de notre entreprise sont pas forcément les mêmes non plus. Donc, l'objectif, c'est de trouver son organisation. Donc, c'est de trouver ce qui est le plus applicable et le plus pertinent pour soi. Et donc, ça passe par beaucoup de boulot individuel aussi, collectif aussi, mais individuel. Et le dernier pilier, c'est la communauté. La communauté dans 2 sens. Un, les personnes qui sont avec vous dans votre formation, échanger entre managers qui viennent de différents secteurs. De un, pour se rassurer aussi que on a toujours des questions, on a toujours des doutes, et c'est partout pareil. Ça fait pas de quelqu'un un manager plus ou moins bon. C'est juste voilà, le fait d'échanger ensemble va nous permettre de se rassurer aussi sur le fait qu'on a tous des doutes, qu'on a tous des choses qu'on fait super bien et qu'on peut tous s'inspirer des uns des autres. Et de manière générale, la communauté, toutes les personnes qui sont passées dans nos différents programmes pour continuer d'apprendre, puisqu'on peut être manager et s'intéresser aux produits, on peut être manager et être sales, donc avoir envie de monter en compétence sur ces sujets-là, etc. Donc ça, c'est un petit peu les grands piliers qui font de cette formation une formation unique. Je vous ai mis dessous la date de la prochaine formation pour ceux que ça intéresse. C'est en septembre, c'est en présentiel dans nos locaux à Paris. C'est réparti sur 6 semaines pour vous donner l'occasion de vraiment mettre en application tout ce qui a été vu la semaine auparavant. Et je vous ai mis les grandes thématiques qu'on aborde pendant ces 6 semaines pour que ça puisse aussi peut-être faire écho en vous de certains questionnements que vous pouvez avoir. Et évidemment, encore une fois, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. On vous remettra aussi dans un mail récap le lien pour que vous puissiez regarder. Et ça me permet aussi de vous dire qu'on vous enverra un mail récap avec toutes les ressources et un résumé de tout ce que Delphine va pouvoir nous partager ce matin. J'ai beaucoup parlé, promis, je vais moins parler, je vais quand même poser des questions à Delphine, mais voilà, je vais moins parler et avant de pouvoir laisser la parole à Delphine, on aimerait savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous?
Est-ce que vous managez? Est-ce que vous allez bientôt manager? Est-ce que vous avez déjà recruté? Est-ce que vous avez vos prochains recrutements? Vous bossez dans quelle boîte? Vous managez combien de personnes? Ça fait combien de temps si vous êtes manager que vous êtes manager? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le recrutement? Qu'est-ce qui, sans vous faire peur, mais qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? Voilà, partagez-nous un max d'infos dans le chat pour que nous, avec Delphine, on puisse rebondir et on puisse vraiment axer pour que ça ait le plus de sens pour vous. Merci Delphine d'être avec moi et d'être avec nous ce matin. Je suis super contente. J'ai contacté Delphine justement pour qu'elle puisse aussi intervenir dans le programme Team Leader. Et donc, je suis super contente de t'avoir avec nous et de pouvoir apprendre ce matin avec toi en ce fin de mois d'août où on l'a reprise et pour beaucoup aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Ce que je te propose peut-être, c'est de te présenter, nous expliquer qui tu es et ton parcours. Yes, bonjour à tous et merci Joséphine pour l'invitation. Donc moi, c'est Delphine et j'ai environ 10 ans d'expérience en recrutement, principalement dans des startups tech. Donc, pour vous donner un peu un aperçu de ce que j'ai pu faire, j'ai commencé chez La Relève, qui est toujours un cabinet de recrutement pour jeunes diplômés qui sont intéressés justement par cet univers de startup. Donc, j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années et ça a été un vrai coup de cœur pour tout cet univers. À l'époque, on était à la Pépinière 27 où on était tous incubés dans ce lieu. Et donc, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, quelques entrepreneuses, comme par exemple à l'époque, j'avais rencontré Lydia. Ils étaient seulement une quinzaine. Et mon rôle, c'était de répondre à leurs besoins de recrutement. Donc, ça a été une très belle aventure. Et en fait, d'être au contact de toutes ces startups à forte croissance, ça m'a donné, moi aussi, envie de rejoindre une entreprise telle qu'elle. Et c'est là où j'ai rejoint Malte, qui à l'époque s'appelait Upwork. Donc, chez Malte, j'ai commencé en tant qu'account manager. Donc, j'étais plutôt sur la partie sales. Mais très vite, Richard, qui est le DRH de la société, m'a demandé si ça m'intéressait de prendre le poste de Talent Acquisition Manager parce qu'ils ouvraient ce poste vu que la société était en pleine expansion et qu'il y avait beaucoup de recrutement. Donc, j'ai accepté. J'ai fait énormément de recrutement sur des profils commerciaux la première année. J'ai fait que ça. Et puis ensuite, la société a grandi. J'ai eu ma propre équipe de recruteurs. Et là, j'ai eu aussi d'autres recrutements plus variés en support, en finance, en produits, dans tout vraiment les secteurs qui étaient représentés chez Malte. Et c'était une très belle aventure. On est passé, quand moi je suis arrivée, on était une trentaine. Et quand je suis partie 4 ans plus tard, on était 150. Donc la société a énormément évolué et les process en interne aussi avec. Ensuite, je suis partie donc au bout de 4 ans. Pour des raisons personnelles, j'ai déménagé, je me suis installée sur Bordeaux. Et là, j'ai rejoint la société dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle l'Uni, qui est, je pense, peu connue aujourd'hui en France. Pour vous dire en 2 mots ce qu'on fait, en fait, on crée des apps mobiles qui sont associées à des marques assez fortes dans le domaine du sport, du bien-être et du divertissement. Donc, c'est une jeune société qui a 4-5 ans, qui a déjà créé une vingtaine d'apps très quali, avec des designs assez poussés. L'idée, c'est de créer des apps qui puissent s'inscrire dans le temps. Pour vous donner un exemple, la dernière app qu'on a sortie, elle s'appelle Omada. C'est une app de paris sportif, mais pas avec de l'argent, c'est sous forme vraiment de jeu. Il y a c'est des designs assez colorés, il y a beaucoup de 3D dedans, et tu peux en fait parier sur des vrais matchs et parier, te défier entre amis sur le sport. Donc ça cartonne en France et en Europe aussi, et on va aussi le lancer aux US. Parce qu'on a beaucoup, en fait, on fait beaucoup d'apps qui sont connues sur le marché US et utilisées là-bas. Et donc, chez l'Uni, je suis Head of Talent Acquisition. L'idée, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée, j'ai tout construit, j'ai mis en place tous les outils, tous les process. J'ai recruté une trentaine de personnes la première année, puis une personne dans mon équipe pour faire du recrutement. Donc, la société a aussi bien évolué et on recrute donc sur des profils très tech, beaucoup de devs, beaucoup de produits et pas seulement sur le marché français, comme je disais, ça peut être assez international en Europe et pas mal aussi aux US. Trop bien, un super beau parcours, merci Delphine. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le métier de Talent Acquisition Manager? Concrètement, c'est quoi et c'est quoi les missions clés? Alors, le métier de Talent Acquisition Manager, pour moi, c'est vraiment de répondre à un objectif business en recrutant des personnes qui ont des compétences
spécifique à un besoin donné. En fait, quand je dis répondre à un objectif business, j'aime bien le souligner dans le sens où on n'ouvre pas un poste juste parce qu'on a envie de faire grandir la société et d'avoir d'autres collègues. Il y a vraiment tout un travail en amont qui est fait pour se dire, bon, bah, là, j'ai un besoin. Est-ce que ça justifie justement d'ouvrir un poste ou est-ce que c'est peut-être sur un projet donné et ça va suffire, entre guillemets, de recruter un freelance? Donc, il y a toute cette partie en amont qui est une discussion que le talent acquisition va avoir avec le manager dans l'équipe qui fait partie des missions. Et ensuite, la mission, ça va être, une fois que le poste est défini et ouvert, ça va être d'aller chercher la bonne personne qui correspond à ce poste. Et cette notion d'aller chercher est très importante parce que c'est vrai que souvent, dans ce métier, on va faire beaucoup ce qu'on appelle de la chasse, c'est-à-dire qu'on va contacter directement des personnes qui sont en poste pour leur vendre en fait notre projet. Donc ça fait partie des missions assez importantes aussi du Talent Acquisition Manager. Et il y a aussi ce rôle en fait d'être un peu à la croisée entre l'interne, donc justement les managers, bien définir avec eux leurs besoins, et l'externe, retranscrire ce besoin à des candidats, leur donner envie de nous rejoindre et trouver la bonne personne. Trop bien, merci beaucoup. Et c'est là où, tu vois, quand tu étais business développeur, ta transition avec ce métier, enfin, le métier de Talent Acquisition Manager, ça devait être super intéressant parce qu'en effet, il y a une partie de vente, de convaincre des gens, de donner envie de rejoindre le process et l'entreprise par la suite. Tout à fait. Ouais. Souvent, enfin, c'est un peu un débat souvent, le recrutement, est-ce qu'il est rattaché au RH ou pas? C'est vrai que pour moi, c'est quand même un métier à part qui est des fois plus proche d'un métier de sales que d'un métier pur de RH parce qu'on passe un peu sa vie à vendre une entreprise, à vendre un candidat, soit à un client si on est dans un cabinet, soit à son manager si on est en interne. Et il y a aussi une partie de négociation avec les candidats dans le process final qui est assez importante. Et justement, dans les entreprises où il y a des talent acquisition managers et des managers, comment est-ce que vous accompagnez les managers dans leur recrutement? À quel moment ça arrive? Et comment est-ce que vous responsabilisez les managers aussi à être acteurs et responsables de ces recrutements? Alors, ça arrive très tôt. En fait, dès que, en tout cas, moi, j'ai une idée qu'on me dit, j'ai envie d'ouvrir un poste, tout de suite, on s'implique en fait justement dans le travail en amont pour définir le poste, les compétences qui vont être recherchées. Donc ça arrive très tôt. Ensuite, c'est un aller-retour constant en fait avec le manager pour être sûr qu'on part dans la bonne direction. Donc c'est vraiment en fait c'est du début à la fin, c'est un travail main dans la main entre talent acquisition et manager. Personne ne fait quelque chose dans son coin en fait parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc l'offre de la job, l'offre de poste, de recrutement, pardon, elle est faite par les deux. Par à la fois le manager qui va dire son besoin, le talent acquisition manager qui va s'assurer que les missions sont claires, que les compétences aussi sont précises et sont les bonnes compétences cherchées pour ce poste. Ok, trop bien. Tout à fait. Ouais. Et ma question c'est, comment est-ce que toi, tu arrives à engager les managers pour leur montrer justement à quel point le recrutement est clé et qu'il faut qu'ils s'engagent? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce qu'en fait, les managers, parce qu'ils ont ce besoin-là, ils sont super engagés et il n'y a pas de sujet là-dedans? Ouais, c'est souvent un sujet, effectivement, parce que ça demande du temps, en fait, de recruter. Et donc là, il y a tout un process à mettre en place pour impliquer justement les managers. Il faut avoir quand même une certaine aussi rigueur pour suivre ce process. On pourra y revenir justement sur ce process à mettre en place. Et il y a aussi, effectivement, l'idée de faire comprendre aux managers qu'en fait, justement, cette préparation en amont, ok, ça leur prend souvent du temps, mais par contre, c'est du temps qu'ils vont gagner après parce qu'ils vont recevoir des candidats qui sont très quali parce qu'on a bien compris le besoin. Alors que si en fait, on balance un peu trois mots-clés, le talent acquisition manager, il peut être un peu paumé et il va dire, bon, tiens, est-ce que lui, tu penses que... Et donc, ça va prendre trois plombes, alors que si, au final, on avait fait ce travail en amont, après, le manager, il va rencontrer que très peu de candidats, mais très quali, et
ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment un argument important que moi, j'ai tout le temps. C'est qu'en fait, tu as l'impression au début de passer du temps, mais tu le gagnes par la suite et tu gagnes du temps, tu gagnes aussi du coup de l'argent parce que tu n'as pas investi 4 mois dans un recrutement, mais 2 à la place, quoi. Ouais, trop bien. Est-ce qu'on peut peut-être justement revenir sur le process de recrutement et les étapes clés selon toi qui sont importantes à avoir? Ouais, tout à fait. Alors, le process de recrutement, vraiment, moi, quand on parle de process, c'est l'ensemble du process. C'est pas seulement le moment où le candidat va être en contact avec nous. Donc, pour le définir, moi, je me suis beaucoup inspirée d'un bouquin qui s'appelle The Who Method, qui a été écrit par Andy Street et Geoff Smart. Je vous l'écrirai si vous voulez par la suite. En fait, c'est quand je suis arrivée justement chez Malte et que j'ai pris ce poste de Talent Acquisition Manager, c'était Richard à l'époque qui me l'avait conseillé. Et depuis, je l'ai lu 2 fois. Donc, je l'ai lu au début de Malte, puis je l'ai relu quand je suis arrivée chez l'Uni pour me remettre à jour. Et en fait, eux, ils articulent une méthode autour des 4 S, donc, qui sont la scorecard, le sourcing, la sélection, et la dernière, c'est en anglais, c'est sell. Donc, c'est la partie plus offrir, vendre. Et donc, pour revenir sur ces 4 étapes qui sont clés, donc la première, c'est la scorecard. C'est en fait, c'est une feuille de route où on va définir quels sont les objectifs du poste et les résultats attendus par la personne qu'on va recruter. Une fois qu'on a défini ça, ça c'est vraiment la base, ça va nous permettre de lister des compétences clés, donc des soft skills ou des hard skills, qui vont permettre justement de répondre à ces résultats, de réaliser les résultats, et on va les prioriser, c'est-à-dire quelles sont les compétences vraiment, je ne peux pas passer outre, il faut vraiment que ce candidat il ait ces compétences-là, et quelles sont les plus. Donc ça, c'est tout ce travail de scorecard, et ça nous permet ensuite de dérouler une liste de questions ou d'exercices, parce qu'il y a aussi parfois des cas pratiques, qui vont permettre d'aller identifier les compétences chez ces candidats. Donc, c'est justement tout ce travail dont je te parlais, Joséphine, en amont, qui peut un peu rebuter au début parce que ça prend du temps, mais qui permet en fait de bien définir le besoin et après, tout se déroule beaucoup plus facilement. Donc ça se fait en binôme, manager, talent acquisition manager. Et justement, tu parlais là de la liste des questions. Ouais. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir parce que moi je trouve que c'est un grand sujet de vouloir ne pas être super bateau, en même temps essayer d'avoir des réponses. Typiquement, il y a un moment où il y a beaucoup de questions sur c'est quoi tes 3 qualités, tes 3 défauts. Ensuite, on s'est dit en fait les gens sont trop préparés, donc en fait c'est pas forcément la plus pertinente. Donc comment tu arrives à déceler les qualités et les axes d'amélioration, comment tu poses ces questions. Il y a aussi par moment des questions qui sont beaucoup plus si tu devais être je ne sais quoi, qu'est-ce que tu serais. Tu vois, je trouve que c'est dur de définir sa liste de questions. Est-ce que là-dessus, tu as des conseils? Oui, il y a en ligne déjà sur Workable, ça s'appelle, c'est un ATS à la base, donc un logiciel de recrutement. Il y a toute une source, toute une banque de questions ultra riche, qui non seulement par compétences, mais aussi par métier. Donc il y a 2 entrées en fait. Si je veux que la personne soit très rigoureuse, justement, quelles compétences je peux lui poser? Ou si je recherche un DAF, quelles sont les compétences, quelles sont les questions qu'on peut poser pour un DAF? Et donc tu peux croiser tout ça. C'est très exhaustif, donc ça donne beaucoup d'idées. Et ensuite, moi, je serais toujours sur plutôt des questions ouvertes, des questions situationnelles ou comportementales. Par exemple, raconte-moi un moment où tu as un peu classique, mais tu as fait face à un échec, qu'est-ce qui s'est passé? Ou raconte-moi un moment où on t'a donné une deadline, tu n'es pas arrivé justement à assurer cette deadline, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est toujours la méthode un peu aussi STAR, c'est-à-dire la situation, qu'est-ce que toi tu as réalisé, quels ont été les résultats et quels ont été les résultats, l'action et les résultats. Donc, essayer de poser des questions qui permettent en fait au candidat de s'appuyer sur des éléments concrets de ce qu'il a pu faire. Pour des gens effectivement qui sont en sortie d'école, il y a souvent des stages, il y a quand même souvent ou même des projets perso qui permettent de pouvoir avoir un peu de matière sur ces questions-là. Trop bien, mais trop bien. Je connaissais pas du tout cette ressource pour la liste des questions, donc trop bien. Je t'ai interrompu, pardon, sur les Yes. étapes. Et donc ça c'était la première étape sur la scorecard. La deuxième étape, donc c'est le sourcing. Et là, c'est une étape qui prend du temps aussi, qui est effectivement d'aller chercher les bons candidats. Donc, il y a la partie plus
inbound, c'est-à-dire les candidats viennent à nous, donc on poste une offre. Donc là, il y a rédiger une offre attractive et la mettre sur des job boards pour avoir des candidats qui postulent directement. Et il y a toute l'autre partie qui est d'aller chercher des personnes sur le marché. Ça passe par trois grands biais. Tu as la partie réseau. Donc déjà, quand toi, tu es talent acquisition manager, généralement, tu as un bon réseau parce que tu es toujours en train de contacter des personnes. Donc, tu essayes de mobiliser justement déjà les personnes que tu as déjà contactées, même si c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, de faire jouer ton réseau un maximum. Et ensuite, de faire jouer le réseau de ses collaborateurs. Ça, c'est super important. Parce que, par exemple, si je recrute un dev et que j'ai 10 devs dans ma société, tu peux être sûr que ces 10 devs, eux-mêmes, ils en connaissent 10, 20, ou peut-être pas forcément personnellement, mais en tout cas, ils sont en contact sur LinkedIn avec eux. Et du coup, de les solliciter, c'est super important. On peut mettre en place des primes de cooptation aussi pour encourager les personnes à coopter. Nous, on le fait chez Luni. On a une prime de cooptation de 2 000 € pour chaque personne qui est coopté, donc qui est engagé chez Luni et qui arrive par un des collaborateurs. Donc ça marche plutôt pas mal. Et ensuite, tu as la chasse directe LinkedIn ou autres réseaux sociaux, où là, ça a un peu à froid. Voilà, tu identifies une personne, mais ça demande aussi un travail de identifier les personnes. Donc, quels sont les mots-clés qui vont me permettre d'aller chercher les bonnes personnes, parce qu'il y a des millions de personnes sur LinkedIn, donc il faut filtrer. Et rédiger un message d'approche qui soit pertinent aussi, qui donne envie à la personne de répondre, parce que sur certains posts, il faut se mettre à la place aussi de la personne qui reçoit parfois 10 messages d'approche par jour, quoi. Donc, faut arriver un peu à sortir du lot pour donner envie aux candidats de nous répondre. On a une question sur la partie réseau des collaborateurs pour le recrutement aussi. Si ce n'est la prime de cooptation, est-ce que tu as d'autres conseils de comment engager les collaborateurs dans cette recherche ou dans la recherche, dans le sens de faire jouer leur réseau, quoi? C'est principalement ça. Après, c'est un peu le côté répéter beaucoup les choses, communiquer énormément en interne sur les postes ouverts. Parce que c'est vrai que des fois, même en interne, ils savent pas qu'on recherche un dev. C'est pas forcément qu'on va ouvrir un poste de CFO, d'office manager. Et si ça se trouve, en fait, dans son réseau, il a aussi ces personnes-là, parce qu'il il peut avoir aussi d'autres personnes dans son réseau qui ne sont pas forcément le même métier que lui. Donc, c'est de bien communiquer en interne sur, OK, on ouvre ce poste, et puis le répéter tout le temps. On est encore en train de chercher. N'hésitez pas à partager l'offre. De rédiger, ça peut être un très bon conseil aussi, de rédiger en fait un message LinkedIn où la personne, elle n'aura plus qu'à faire un copier-coller, mettre le lien de l'offre et le diffuser auprès de son réseau. Parce que généralement, si tu leur dis ça serait cool que vous diffusiez aussi l'offre de votre côté, souvent ils ne vont pas le faire parce que ça leur prend du temps, parce qu'ils ne savent pas quoi écrire, qu'ils ont peur d'écrire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, si tu leur donnes un truc un peu clé en main, ça leur prend 2 secondes et ça permet après d'atteindre beaucoup plus de personnes. Okay, donc un kit com pour les collaborateurs, trop bien. Tout à fait. Chouette. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape de sourcing. Et ensuite, une fois qu'on a ce pool de candidats, il y a toute la partie, donc la troisième étape qui est la sélection, où là c'est la partie entretien, étude de cas, test technique. Moi, dans cette partie-là, j'interviens toujours en amont. Donc, je commence toujours par ce que j'appelle un screening. C'est un call qui est assez rapide, qui va durer 30-40 minutes maximum, où l'idée, c'est déjà de dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on recherche? Toi, qu'est-ce que tu attends? Pour voir si ça colle. Et éviter de faire perdre du temps à la personne qui est en face. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait et auquel je tiens, parce que ça permet un peu d'écrémer et d'aller assez vite après par la suite. Et ensuite, il y a des entretiens qui sont plus poussés, qui vont durer 1 heure. Généralement, en tout cas chez Luni, il y a 2 entretiens d'1 heure, donc qui sont effectués par 2 personnes de la société, où justement, grâce à ces questions dont on parlait, qu'on a un peu définies à l'avance, on va pouvoir creuser pour savoir si le candidat a les compétences qu'on recherche. Et ça peut aussi passer effectivement par une étude de cas ou un test technique. Souvent, chez nous, c'est un premier screening avec moi, un premier entretien d'1 heure plus poussé, une étude de cas.
et un dernier entretien d'1 heure où on revient aussi sur justement l'étude de cas. Et le manager, lui, le manager direct, il fait un des entretiens dans ces 4 entretiens dont tu nous as parlé. Il en fait plus que un. Il a quel rôle à jouer dans ces Souvent, entretiens-là? il en fait un. Il fait pas forcément les deux parce qu'on a envie aussi d'avoir d'autres personnes, d'autres avis. Mais il peut faire un retour plus précis sur l'étude de cas, par contre, sur le test technique. D'accord. Donc, il peut aussi revenir à ce moment-là. Et souvent, après, en dernier entretien, ça va être le fondateur de la société, de l'Uni, et une autre personne de l'équipe qui fait partie ou non de l'équipe dans laquelle le collaborateur va travailler. Ok, super clair. Et j'ai une question. On a tout ce débat de est-ce que tu partages, donc toi, tu es la première personne, est-ce que tu partages tes doutes ou les sujets où tu dis tiens, ça il faut creuser, est-ce que tu le partages à la personne d'après qui au Ah fur et oui. à mesure le partage, ou est-ce que vous dites pour biaiser personne, chacun ne partage Ouais. rien et on fait un point après? Bah, c'est une vraie question, effectivement, et c'est marrant parce qu'on vient de se la poser chez l'Uni. Jusqu'à aujourd'hui, on partageait, mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça met quand même des biais dans les entretiens suivants. Donc, on a envie de changer et de plus partager justement ce qu'on ressent pour pas orienter après la personne vers ça. Donc, je pourrais vous dire plus tard les retours par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un vrai débat. Ouais. Et autre question, est-ce que vous avez un script super défini? C'est-à-dire que sur un poste ouvert, imaginons, je sais pas moi, il y a deux personnes que vous recrutez qui n'ont pas les mêmes managers. Est-ce qu'ils vont poser forcément les mêmes questions ou est-ce qu'en fait c'est plus ou moins les mêmes mais chacun les met un peu à sa sauce? Et du coup, ma question en fait là-dessous, c'est est-ce que en fonction de certains candidats, ils ont les mêmes questions ou pas aux mêmes étapes? Ouais. Alors moi, idéalement, j'aimerais qu'effectivement tous les managers aient des scripts très bien définis. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas pour recruter la personne dans mon équipe et je trouve ça assez efficace. Après, il y a des managers qui sont un peu réticents parce qu'ils ont envie de garder une certaine liberté dans la façon dont ils interrogent les candidats. Mais on en parle beaucoup et ils en reviennent un peu aussi parce qu'effectivement, c'est parfois c'est toujours un peu difficile en fait de départager des personnes et en fait ce côté d'avoir des questions, d'essayer de sortir le moins possible d'un script permet en fait de pouvoir comparer des réponses et d'avoir un cadre super défini qui est assez rassurant. Donc on va y venir, clairement. Ok, trop bien. Et ces étapes clés, tu vois, le fait que par exemple vous ayez quatre entretiens, est-ce que par moment vous vous reposez sur attends, est-ce que c'est toujours bien 1 heure? Est-ce qu'on fait toujours ces bonnes personnes? Enfin, comment est-ce que vous mettez à jour ce processus de recrutement pour qu'il soit justement le plus pertinent aussi possible? Et est-ce qu'il y a différents process? Typiquement, je ne sais pas, est-ce qu'un dev, il a des entretiens plus ou moins courts? Est-ce qu'il y a ouais, il y a différents process par métier ou c'est toujours les mêmes? Et si vous la mettez à jour, vous les mettez à jour Ouais. à peu près? Alors, ça reste quand même assez similaire. Ce qui change, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément une étude de cas pour chaque métier. Moi, j'en ai pas eu quand je suis arrivée chez l'Uni. Et on le met à jour dans le sens où quand même on se remet en question. Un bon moyen de le faire, c'est d'envoyer, moi ce que je fais à chaque fois à la fin d'un process avec un candidat, alors que ce soit qui sort du process à la partie screening ou au bout de 2 entretiens ou même à la fin qu'on le prend pas donc au dernier round, ils ont toujours un mail qu'ils reçoivent où on leur demande de façon anonyme de noter le process de recrutement. Et il y a une partie commentaire où ils peuvent justement nous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et ça a permis de réajuster. Mais alors, ça a été plus réajusté sur la partie justement étude de cas, où en fait, parfois on en demandait beaucoup à des candidats qui sont en poste et qui ils rencontrent pas que nous. Et généralement, il y a beaucoup de sociétés maintenant qui font des études de cas. Donc, ça leur prend pas mal de temps. Donc, essayer aussi d'équilibrer ça et de se dire, voilà, ce qu'on demande, c'est réalisable et on ne met pas la personne non plus dans une trop grande difficulté qui va en fait la dégoûter et elle va sortir du process à ce moment-là. Ou on ne faisait pas assez de retour par rapport à l'étude de cas en elle-même. Où justement, la personne s'était un peu donnée, il n'y avait pas assez du temps. Et là, on a envie de lui dire, qu'on lui dise, là, voilà pourquoi ça nous a plu et ça nous a pas plu. Donc ça, on a réajusté. Justement, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est toutes les études de cas, il y a toujours un
un appel derrière au moins même d'une demi-heure max, où le manager fait un retour sur l'étude de cas pour dire voilà, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, et tu passes ou pas à la prochaine étape pour ces raisons-là. Ok. Donc là, typiquement, si je dis pas de bêtises, pour le processus de recrutement, tes grands conseils, donc c'est noter le processus de recrutement avec un formulaire anonyme ou avec quelque chose d'anonyme et vraiment faire des retours concrets après les études de cas. Est-ce que pour le processus de recrutement, tu as d'autres grands conseils à nous partager? Oui, tu avais la dernière étape du process, qui est la partie, donc la quatrième étape, c'est la partie sell, donc vendre. Et là, c'est de vendre son poste en fait à la bonne personne. Alors, c'est pas que le rôle du manager, ou c'est pas que le rôle du talent acquisition manager. En fait, c'est le rôle de toutes les personnes qui vont être en contact avec ce candidat. Donc là, ça s'apprend, hein, c'est à nous aussi en tant que talent acquisition manager de briefer les personnes qui vont rencontrer les candidats. Et moi, ma technique plus personnelle, c'est à l'étape justement du screening, dont je te parlais, que je fais systématiquement, c'est de toujours poser la question de quelle est ta principale source de motivation. Vraiment, juste si tu pouvais m'en dire une seule. Si par exemple, tu as deux offres de même, pourquoi tu choisirais une entreprise plutôt qu'une autre? Donc, lié à cette principale source de motivation. Ça peut être, pour certaines personnes, la rémunération, d'autres, ça peut être le feeling avec l'équipe, d'autres, ça peut être un certain aspect du poste, comme le fait, par exemple, qu'il y ait de l'international. Et donc ça, je le note. Je note tout le temps. Important d'avoir beaucoup d'écrits aussi, parce que, mine de rien, on rencontre aussi beaucoup de personnes, hein, donc on peut oublier. Je le note. Et quand on fait l'offre au candidat, du coup, fin de process, je reviens toujours là-dessus et je m'appuie à fond là-dessus pour dire, voilà, on veut que tu rejoignes notre entreprise et ça va être comme ça, voilà ce que tu vas avoir, nanana, nanana. Et ça marche plutôt, enfin, ça marche plutôt bien. Trop bien. Juste pour revenir, on a une question sur les études de cas, pardon. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, dans les autres, on n'en a pas parlé, c'est vrai, dans les quatre entretiens, donc le premier, c'est un call. Est-ce qu'il y a des étapes qui sont forcément en présentiel? Est-ce que l'étude de cas est forcément en présentiel? Est-ce que par moment, vous faites tout en distanciel? Ouais, c'est quoi vos techniques? Ouais. Alors, nous, chez l'Uni, une bonne partie peut se faire à distance. Donc, bon, le screening se fait tout le temps en distance, hein. Je ne fais pas venir les gens pour les 30 minutes. Généralement, c'est un Zoom. Le premier entretien peut aussi se faire à distance. Là, c'est vraiment le mieux, honnêtement, c'est quand même de venir dans les bureaux, parce que ça permet aussi de voir l'environnement dès le début. Mais le premier entretien peut quand même se faire à distance. L'étude de cas, elle est à faire à la maison tout le temps. On n'a pas d'étude de cas qui se fait dans nos bureaux. Et le dernier entretien, donc là, il y a Adrien, le fondateur de l'Uni, qui veut rencontrer toutes les personnes, et lui, il veut rencontrer les personnes en physique. Donc, ça se fait forcément dans nos bureaux, à Bordeaux ou à Paris. Et il veut justement aussi que la personne, au moins à un moment, ait vu un peu l'atmosphère, pour qu'elle puisse voilà, voir un peu aussi où est-ce qu'elle va mettre les pieds. Donc, il y aura forcément une partie qui sera dans les physiques, dans les bureaux. Ok, trop bien. Et donc, vos études de cas, c'est toujours eux, ils le font de leur côté? Ouais, tout à fait. Okay. Rien n'est à chaud dans une pièce. Non. Top. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la posture? Donc là, on a abordé toute la partie, l'ensemble du processus, les différentes grandes étapes, et toi, les recommandations. Je m'en suis noté pas mal, donc on pourra faire un petit récap à la fin, mais trop bien. Si on revient sur la posture qu'un manager va avoir lors de son entretien, donc il passe 1 heure avec la personne, c'est ça, et c'est principalement, pour toi, ta recommandation, c'est principalement en présentiel? Ouais. Ok. Et c'est quoi pour toi les grands conseils sur la posture à avoir? Est-ce que vous voyez tout le monde? Est-ce que vous les tutoyez? Est-ce qu'un manager, vous le formez d'une certaine façon? Est-ce qu'il prend des notes? Est-ce qu'il prend pas de notes? Enfin, voilà, un peu toutes les recommandations ou tous les tips que tu peux avoir là-dessus. Yes. Alors nous, on tutoie toutes les personnes qu'on rencontre. Moi, je les tutoie dès le début, même dès le message d'approche. Et au niveau des managers, mon conseil sur la posture, c'est d'avoir vraiment être dans une posture d'écoute et de questionnement. Donc vraiment, quand on rencontre un candidat, c'est d'essayer d'arriver un peu le plus naïf possible, dans le sens où il faut essayer de justement ne pas se dire attends, j'ai vu son CV, donc je pense que cette personne-là, elle est telle qu'elle. Essayer d'arriver vraiment le plus ouvert à la personne et se dire je vais
poser des questions et je ne vais pas affirmer des choses. Je suis dans la découverte, en fait, de la personne. Il y a aussi toute la question des biais inconscients qui sont, tiens, elle a fait la même école que moi, du coup, inconsciemment, en fait, je me dis que ça va être la bonne personne. Ça, les biais inconscients, c'est tout un panel aussi. Ce que je conseille aux managers, c'est de se former sur les biais pour en avoir conscience, en fait. Il y a des formations en ligne, il y a même aussi beaucoup de documentation en ligne là-dessus, et ça permet aussi de prendre du recul sur nos façons de penser. Donc, ça permet de rester ouvert et je pose un max de questions pour évaluer si la personne en face de moi, elle répond aux compétences que j'ai recherchées. Rester dans un cadre, en fait. Ensuite, un autre conseil, ça serait vraiment de mettre à l'aise la personne qu'on a en face. Moi, je ne suis pas du tout dans un truc où j'ai envie d'être en mode interrogatoire avec les candidats que je rencontre. Je me dis que pour que la personne en face, elle donne le meilleur d'elle-même et qu'elle explique effectivement qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle sait faire, il ne faut pas qu'elle soit en situation de stress. Donc, il faut la mettre à l'aise et c'est super important que les managers aussi suivent cette tendance-là. Pour le coup, ça, c'est pas quelque chose qui est difficile chez Luni parce que ça fait, je pense, partie aussi un peu de l'environnement, de nos valeurs. Mais je sais que dans certaines sociétés, ça peut être un peu le côté interrogatoire qui, moi, me plaît pas trop parce que je trouve que c'est pas justifié. Puis quand on est amené à travailler avec quelqu'un, en fait, on va pas essayer de le piéger. Quand on travaille avec quelqu'un, justement, on va essayer de collaborer avec cette personne pour pouvoir avancer. Un autre conseil, c'est de préparer son entretien. Ce serait peut-être même le premier conseil, c'est-à-dire de relire peut-être la scorecard, de revoir ses questions, de voir un peu le parcours de la personne pour savoir qui c'est qu'on va rencontrer et de se remettre aussi. Donc, pour ça, les managers, ils sont quand même assez formés là-dessus, mais peut-être pour des personnes qui ne sont pas managers, mais qui participent aux entretiens, de justement relire cette scorecard et de savoir un peu comment pitcher son poste, qu'est-ce qui nous plaît dans notre métier, qu'est-ce qui nous plaît dans la société. Ça, c'est des choses qui peuvent se travailler et ça peut aussi donner envie aux candidats en face. Et enfin, dernier conseil, des notes, effectivement, prendre des notes. Alors après, ça, c'est chacun son style, j'ai envie de dire. Tu m'entends toujours, Joséphine? Ouais, j'ai eu un problème de déconnexion. Enfin, je me suis déconnectée, mais je suis là. D'accord, je te voyais plus, mais c'est bon. Du coup, de prendre des notes. Alors oui, chacun son style dans le sens où il y en a qui vont vouloir les prendre pendant l'entretien et d'autres qui n'ont pas envie d'avoir un peu ce truc qui se met entre lui et le candidat. Donc ça, voilà, c'est à la volonté du manager. Par contre, c'est de se booker, vraiment, mon conseil, c'est de booker 15 minutes après l'entretien dans son agenda pour pouvoir se poser. Et là, à ce moment-là, si on n'a pas noté pendant l'entretien, mettre des notes sur voilà, qu'est-ce qu'on a ressenti sur ce candidat. Nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Lever, où il y a tout un feedback à faire. Et mon conseil, ce serait de le faire plutôt à chaud, quitte à pas forcément le valider, entre guillemets, et revenir le lendemain, mais au moins déjà mettre tous ces retours à chaud, parce qu'en fait, on oublie très vite tout ça en 24 heures. Des fois, on peut oublier tout ce qui s'est dit et l'essentiel de l'entretien. Donc, prendre des notes, c'est important. Trop bien. Et pour revenir un peu sur la partie mettre à l'aise la personne, je sais aussi que par moment, la limite, elle est fine entre mettre à l'aise, beaucoup en dire et en même temps plutôt interroger la personne. Comment est-ce que tu fais du coup pour avoir le juste milieu entre que ça soit une discussion, un échange, mais que ce soit surtout, enfin, de lui donner en même temps assez de contexte sur le poste, la boîte, les valeurs, ce qui est important, mais surtout le faire parler lui, enfin faire parler cette personne pour ne pas monopoliser entre guillemets. Et je trouve que c'est par moment un peu dur de pas tomber du coup dans une discussion où en fait en tant que manager on parle autant que le candidat quoi. Ouais, je vois. Là, moi, je suis super organisée aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a sur 1 heure d'entretien, tu as 5 minutes au tout début, où les deux personnes qui font l'entretien vont se présenter, mais de façon assez brève. Voilà, je suis Delphine, je suis head of TH chez Luni, voilà mes missions, point. Ensuite, 40 minutes qui vont être dédiées à je te pose des questions, je pose des questions au candidat, et toujours garder les 15 dernières minutes pour parler du poste et répondre aux questions de la personne. Donc, essayez vraiment de timer
son entretien pour pas partir dans tous les sens, avoir, nous, les infos dont on a besoin et laisser au candidat le temps d'en poser. Et ce que je dis toujours quand je participe aux entretiens d'une heure, généralement, les 15 minutes suffisent aux candidats à poser des questions, mais je leur dis toujours, si jamais il y a des questions qui te viennent après, tu as mon mail, n'hésite pas à me recontacter, parce que là, tu es un peu aussi à chaud. Peut-être que tu vois, il y a des choses que tu vas digérer après, et tu vas dire, tiens, j'ai oublié de demander ça. Donc, je laisse toujours la porte ouverte aussi pour continuer l'échange par la suite. Trop bien. Et ensuite, justement, là, si la personne, imaginons, elle a passé plusieurs entretiens, est-ce qu'elle est toujours rappelée, même si elle n'est pas sélectionnée? Est-ce qu'il y a tu la rappelles que à certains moments et avant c'est un mail? Dans cette question, est-ce que c'est la dernière personne qui a vu la personne qui rappelle ou qui envoie un mail, ou est-ce que chez vous c'est les managers ou les talent acquisition managers qui envoient le mail ou qui recontactent? Ouais. Alors, par rapport à mail ou pas mail, pour les personnes que j'ai en screening et que je ne fais pas continuer, généralement, c'est un mail que j'envoie. Ça m'arrive aussi de dire en direct à la personne et généralement, c'est un peu une évidence qu'on va pas continuer parce qu'en fait, elle me dit, je sais pas, je parle pas un mot d'anglais. Et en fait, on a besoin de quelqu'un qui parle. Donc là, je dis, bon, bah voilà, on va pas continuer. Donc ça peut arriver que ça se dise déjà dès le screening à l'oral. Et après, pour toutes les autres parties, à partir du moment où la personne vient, même si c'est un Zoom d'une heure, là, elle a forcément un appel de ma part. Donc, pour expliquer les raisons, donc toujours un retour, toujours un appel. Et on va dire qu'à 80%, c'est moi qui fais les retours. Okay. Ça arrive que les managers aient envie parce que ils ont eu quand même un super feeling avec la personne, mais pour X raisons, ça ne se fait pas. Et du coup, ils veulent un peu échanger là-dessus. Mais c'est souvent moi qui vais faire cette mission-là. Et donc, toujours avec les raisons de pourquoi est-ce que ça continue pas. Ouais, bien sûr, oui. Oui. Okay, mais ça se prépare aussi. Hein. Moi, je prends toujours des notes avant mon appel parce que c'est jamais évident. C'est jamais évident. Ouais. Des fois, c'est même pas évident pour toi, enfin toi en tant que TAM, exactement. Le manager pourquoi il continue pas. Donc faut creuser, faut pas hésiter à revenir aussi vers le manager et dire attends, je ne vais pas lui dire juste t'es trop junior parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Donc faut pas hésiter à un peu creuser avec le manager et avoir au moins un truc concret à dire au candidat pour qu'il puisse comprendre pourquoi. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 arguments, mais juste une raison claire sur pourquoi on continue pas, quoi. Trop bien, super clair. Et dernière question qui est une grande question. On s'éloigne de juste le manager dans ce process de recrutement, dans sa posture, mais c'est toi. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le marché du recrutement? C'est quoi les principaux enjeux ou les difficultés? Je trouve que c'est toujours un marché qui est quand même assez tendu. Alors toujours dans ce truc start-up tech, hein, bien entendu, parce que bon, il y a la crise qu'on est en train de traverser, il y a des sociétés qui licencient, mais pour autant, moi, je sens pas qu'il y a forcément plus de candidats sur le marché et que c'est en train de se renverser. Pas du tout. Ça reste difficile de se faire connaître, tu vois, aussi de se départager, enfin d'essayer de mettre en valeur qu'est-ce que notre entreprise a à offrir. Donc ça reste un marché tendu et où pour moi le recrutement c'est du temps en fait qu'il faut consacrer constamment, qu'on soit TAM, qu'on soit manager. En fait, c'est toujours se dire que ça ne s'arrête jamais finalement. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a recruté qu'il faut dire bon bah c'est bon, j'entretiens plus mon réseau. En fait, entretenir son réseau, c'est on continue même si on n'a pas de poste ouvert parce que voilà, c'est un marché, on est sur un marché tendu, on n'a pas assez de gens qui sont formés sur les compétences qu'on recherche et du coup, c'est un peu la guerre sur le marché, quoi, clairement. Oui. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces réponses. Le réseau, c'est une fin parfaite parce que nous, on est tellement d'accord sur le réseau et c'est aussi ce qui fait notre pédagogie qui en fait
c'est pas une personne qui va transmettre, mais c'est l'échange qui fait que tu apprends. Et c'est le réseau dans la communauté et le réseau. Enfin, ouais, moi, je ne peux que être d'accord avec toi. Je me suis noté franchement, mais tellement de conseils différents. C'est trop chouette, à la fois pour le processus de recrutement et à la fois pour vraiment dans l'entretien, enfin, la posture à avoir en tant que manager. Donc, on fera un mail récap avec toutes ces infos-là. On a aussi noté les liens que tu nous as partagés pour les outils, pour le bouquin à lire, qu'on a même lu 2 fois, donc c'est qu'il doit être vraiment, vraiment... Donc, on pourra tous aller le commander. Merci encore. Si tu as un dernier conseil en tant que manager sur le recrutement et sur la posture, est-ce que tu voudrais nous partager un dernier point ou le plus important pour toi peut-être, pour que vraiment il soit bien ancré avant qu'on aille tous déjeuner? Ouais, peut-être sur la posture, si je dirais, de toujours se mettre à la place du candidat. Super important, je pense. On a tous passé des entretiens, ça reste toujours quelque chose, tu vois, d'assez impressionnant. Donc, je pense qu'en tant que manager, c'est toujours se mettre à la place du candidat, jamais penser que, quel que soit le nom de notre entreprise, que tout est connu, que tout est compris d'office, ne pas hésiter à être dans une posture ultra ouverte, d'expliquer, de répéter beaucoup aux personnes. Donc, vraiment d'être le plus, comme je disais, naïf possible, ouvert dans le questionnement, essayer d'être le plus à l'écoute avec les candidats. Je pense que c'est la base pour pouvoir ne pas se tromper et recevoir aussi, parce qu'on a beaucoup donné, et recevoir en retour du candidat des éléments concrets qui nous permettent de comprendre si c'est la bonne personne ou pas. Trop bien. Merci Delphine pour tout ton partage et merci à vous tous d'avoir été avec nous. C'est vraiment un sujet clé. On y dédie aussi toute une session dans la formation Team Leader. Enfin, donc la formation en 22 heures, à la fin, on revient sur le recrutement et l'onboarding et tous les conseils là que tu nous as partagés, pardon. Trop utile pour nous, trop utile pour moi aussi parce qu'on recrute forcément chez Lyon et chez Maria. Donc, trop intéressant. Je vais pouvoir le partager au reste de l'équipe. Trop chouette. Et puis, le replay sera en lien sur notre chaîne YouTube. On organise aussi plein d'événements différents, pas forcément que sur le management, sur le produit, sur le growth, sur le storytelling, enfin, avec toutes nos autres écoles. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux, à aller voir notre meet-up. On aura un autre event sur le management lié notamment à l'asynchrone et synchrone, donc la culture de l'hybride, ou comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces équipes dans ce modèle-là qui évolue plus ou moins, parce qu'on voit aussi qu'il y a pas mal un retour au présentiel. Mais bon, on aura un event sur ce sujet-là en mi-octobre, donc si jamais ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi, nous, à nous partager si vous avez d'autres thématiques, d'autres problématiques que vous voulez qu'on aborde ensemble sous ce format d'interview. On sera aussi ravis d'avoir des nouvelles idées d'événements à organiser ensemble. Et puis surtout, merci beaucoup Delphine d'avoir été super honnête, super transparente et de nous avoir partagé tout ça, tout ce que vous avez mis en place chez l'Uni et tout ce que tu as appris pendant tes 10 belles années. Et on vous souhaite une bonne après-midi à tous. Prenez une bonne pause déjeuner pour avoir le temps de digérer toutes ces informations-là. Et puis, on vous envoie un email récap avec toutes les pistes et tous les bons conseils que tu nous as partagés. Super, merci beaucoup. Bon après-midi, à très vite. Salut. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée.